En direct du Quai des Savoirs de Toulouse ou sur le web, grâce au streaming, c'est Futurapolis Planète qui se pose toujours les bonnes questions. Et celles qui nous taraudent à présent, nous sommes nombreuses et nombreux à nous l'être posées. Gaz et électricité, pourquoi tout est si cher? Le litre d'essence à près de 2 €, le gaz dont le prix explose, l'électricité qui augmente pour on ne sait quelle raison. Le porte-monnaie des Français connaît de sérieux coups de semonce en cette année 2021. Alors pourquoi ? Réponse avec un spécialiste du sujet, c'est Marc Benayoun, il est directeur exécutif du groupe EDF, en charge du pôle clients, services et territoires. Il sera passé à la question par Étienne Jernel, le directeur du Point. C'est parti, c'est reparti. Marc Benayoun, bienvenue. Merci d'être là, Futurapolis Planète. Alors, l'électricité, mystérieuse affaire, disait Samuel Beckett. On ne comprenait pas exactement comment ça marchait, c'était pas son métier, mais vous, c'est votre métier. Et donc, vous allez nous expliquer comment ça marche. Et comment ça fonctionne tout ça, ce que c'est qu'un marché de l'électricité, pourquoi les tarifs, ceci, cela, l'écologie. Et on a envie, monsieur le professeur, parce qu'en fait là vous êtes là pour expliquer à Samuel Beckett, qui ne nous regarde pas donc, il ne peut plus, mais en quoi ça consiste. Et on a envie de commencer directement dans le vif du sujet. On parle beaucoup aujourd'hui, la rumeur dit l'explosion des prix de l'énergie. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? D'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie pour nous et pour les particuliers, pour les gens qui nous regardent. Je regarde la caméra, pour vous qui nous regardez, est-ce que ça explose vraiment ou pas? Marc, c'est à vous. Très bien. Bon, alors tout d'abord, effectivement, il faut distinguer les marchés de gros, qui sont les marchés sur lesquels se forment les prix à terme ou les prix pour le lendemain, et les prix qui sont payés par les consommateurs, qui sont encore largement des tarifs réglementés pour les particuliers ou des prix pour les clients industriels, qui sont reliés au marché de gros, mais pas totalement. On va y venir. Alors, sur les marchés de gros, effectivement, c'est une explosion. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu à ce niveau-là. C'est-à-dire que les prix de tous les produits énergétiques, mais aussi de beaucoup de commodités, sont montés en flèche. Ce qu'on appelle commodité pour le grand public, c'est les... Eh bien, c'est les produits échangeables sur les marchés mondiaux et dont la qualité est la même partout. C'est par exemple la tonne d'aluminium, le cuivre, le palladium, voilà. Donc ou le blé, le grain. Alors, les commodités agricoles ont peut-être un peu moins explosé, mais toutes les commodités physiques et l'électricité ont beaucoup augmenté. Alors, pour vous donner un exemple, ou deux exemples, gaz et électricité, il y a un an de cela, l'électricité cotait environ 55 €, entre 50 et 55 € par mégawattheure. Donc ça, c'était le prix pour une fourniture sur un an, donc pas le prix pour le lendemain qui est très volatile, donc on va juste parler de ce prix-là. Et aujourd'hui, on est à 160, on est passé par un pic à 175, donc on est en gros à 3 fois les prix d'il y a un an. Et dans le gaz naturel, on est aujourd'hui à 60 € par mégawattheure, le spot est à 90, et le prix moyen sur les 5 dernières années, c'est 20. Donc là, on est 4 fois, 5 fois. Donc sur les marchés de gros, c'est une véritable explosion. Alors avant d'expliquer pourquoi, vous allez me dire, mais est-ce que ça a des conséquences sur nous, sur ma facture d'électricité? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, beaucoup moins, parce que d'une part, en France, dans le gaz, oui, il y a eu des hausses très fortes. Et par exemple, le prix pour les particuliers a monté de 50%, 52% depuis le début de l'année, et encore parce qu'il y a une décision du gouvernement de mettre un cap avec effectivement
On empêche le prix de monter au-delà, on constate le manque à gagner pour les fournisseurs et on leur permettra de le récupérer dans la durée, mais on ne laisse pas le prix monter au-delà du niveau actuel, sinon on serait déjà à plus 70. Et pour les industriels, certains industriels qui achètent du gaz ont vu leur prix doubler, voire tripler. Donc là, avec une menace effectivement sur leur compétitivité. Dans l'électricité, on n'a pas du tout connu ces hausses-là, parce que lorsqu'on vend de l'électricité à des particuliers, c'est ce qu'on appelle un tarif réglementé de vente, même s'il y a aussi de la concurrence qui est faite par des offres de marché, mais qui se raccorde tout au tarif réglementé de vente. Donc le tarif réglementé fait le marché. Et ce tarif réglementé de vente, il a augmenté en 2021 de 2%, et il augmentera l'année prochaine de 4%, parce que le gouvernement a décidé de limiter une taxe. Sinon, il aurait augmenté d'un peu plus que 10%. Donc vous voyez, pour l'électricité, pour les particuliers, on est dans des années normales. Il y a une inflation, et cette année, ça a augmenté de 2% en 2021, 3,8 en 2020, et en 2022, il va y avoir une hausse de 4%. Donc rien à voir avec les x3 que j'évoquais sur le marché de gros. Mais alors, sur le fond, le phénomène de marché de gros, comment ça marche? Comment se fait-il que le prix de l'électricité augmente à ce point-là, d'autant que l'électricité, je pense que beaucoup de gens se posent la question, en France est en grande partie produite avec du nucléaire, et des renouvelables, dont notamment l'hydraulique, qui est très important en France. Qu'est-ce qui explique que les prix de gros augmentent quand même? Est-ce que c'est le fait d'être arrimé à un marché européen? Et quel rapport entre la hausse de prix d'hydrocarbures et de l'électricité non produite à partir d'hydrocarbures? Expliquez-nous comment ça marche. Eh bien, c'est vrai que je reconnais que ce n'est pas facile à comprendre, et d'ailleurs notre gouvernement lui-même s'en est ému et souhaiterait que ce système soit re-questionné. Eh bien, la raison, c'est qu'il y a quand même en Europe un peu d'électricité qui est produite à partir de fossiles, et c'est bien celle-là qui fait les prix. Alors tout d'abord, les fossiles dans l'électricité, c'est le charbon, le lignite en Allemagne, et le gaz. Et donc tous ces produits-là sont beaucoup plus chers aujourd'hui, de même que le prix du permis d'émission de CO2. Et dans le système européen, c'est la dernière centrale appelée pour permettre l'équilibrage de l'offre et la demande qui fait le prix. Ou, pour être un peu plus précis, c'est ce qu'on voit la veille, mais ça revient à peu près au même parce que tout ça est fait en J-1. Bon. Eh bien, cette centrale, pendant 80% du temps, c'est une centrale fossile. Même si on utilise majoritairement en France et à 97% des sources non fossiles, à l'échelle européenne, ce qui permet de passer la pointe à 19h, c'est une centrale à gaz ou à charbon. Et ça veut dire que c'est le non vertueux qui donne le ton. Et oui. Ça veut dire que c'est vertueux sur le plan du fonctionnement électrique, parce que ce système permet d'appeler les centrales par coût croissant et permet de faciliter l'insertion des renouvelables. Mais c'est la dernière, qui est une centrale qui émet effectivement du CO2, qui fait le prix pour tous les autres. Et c'est ça qui effectivement permet un bon fonctionnement du système électrique, mais malheureusement un prix de gros qui a complètement divergé ces derniers temps et qui effectivement ne reflète plus tout à fait la structure de coût du secteur. Alors parce qu'il faut expliquer quelque chose, c'est technique, mais c'est quand même très important de comprendre ça, c'est qu'on ne stocke pas l'électricité. Oui. Et comme on ne stocke pas l'électricité, il faut que l'offre et la demande soient égales à tout instant. À tout instant. C'est ce qui est représenté, vous m'arrêtez si je me trompe, par la fréquence. Exactement. Le RTE s'assure qu'il y a une qualité du courant, c'est-à-dire que la production est égale à la consommation, et à des réserves, peut appeler, si à un moment donné il manque un petit peu de production, peut appeler la production qui monte pour que la fréquence se maintienne dans une bande très étroite, à 50 Hz, plus ou moins 2%. Voilà, c'est-à-dire qu'à 48 ou à 52, ça tremblote. C'est ça, même avant. Même avant, RTE commence à appeler des ressources pour qu'il y ait à tout moment un courant de qualité. Donc c'est un système qui est... Oui, c'est toute la difficulté de l'électricité et on y reviendra. C'est pour ça que les systèmes 100% renouvelables posent des problèmes considérables. C'est très bien d'insérer des renouvelables qui sont aujourd'hui de plus en plus compétitifs et qui n'émettent pas de CO2. Mais si on n'a que ça dans le système, eh bien, l'équilibrage devient très périlleux. Et c'est pour ça que la situation en Allemagne est encore plus compliquée qu'en France aujourd'hui. Alors, justement, parce qu'il y a un lien, parlons-en, parce qu'il y a un sujet quand même il y a le sujet du prix. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire combien il paye un Français en moyenne pour son électricité ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pris des chiffres d'Eurostat pour ne pas me tromper, donner des chiffres précis. On garde en France, et parce qu'on a fait le choix de la production nucléaire et qu'on a un outil important et qui est, je dirais, opérationnel, assez largement amorti, et qui est reflété dans les TRV, la facture moyenne d'un Français, c'est 920 €. TRV ?
TRV, tarif réglementé de vente. Voilà. Merci. Donc, la facture moyenne d'un Français, 920 € pour 4 800 kWh. C'est ce que consomme en moyenne un Français. Pour cette consommation, la moyenne européenne serait de 1 200 €, soit 28% de plus. Et les pays qui ont des systèmes peu vertueux, où les prix sont plus élevés, si je regarde la Belgique ou l'Allemagne, ce serait 1 300 ou 1 550 €, soit plus de 65%. C'est-à-dire qu'en France, on reste avec une électricité très compétitive. Et sur les 27 pays européens, il n'y en a que 3 qui ont des prix à peine plus bas, parce qu'ils ont des ressources hydrauliques énormes. Voilà. Ça veut dire qu'il y a comme une morale dans cette histoire, c'est-à-dire qu'une électricité décarbonée, aujourd'hui, coûte moins cher qu'une électricité carbonée. Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs une incitation très forte à continuer la décarbonation, pas simplement pour avoir suffisamment d'électricité pour développer de nouveaux usages, comme la mobilité électrique, mais aussi, c'est tout à fait vrai, le simple fait que les fossiles coûtent si cher est une puissante incitation à refaire du nucléaire et à développer du renouvelable. Mais alors justement, le modèle français parce que me semble-t-il, la France produit beaucoup moins de CO2 par kilowattheure que l'Allemagne, par exemple. Ah oui, beaucoup moins. La moyenne européenne, c'est 350 grammes, et en France, on est à moins de 50, ou une cinquantaine de grammes. Et effectivement, notre effort, à nous, c'est, par l'évolution du mix, c'est de continuer à faire baisser ce chiffre. Parce qu'on sait que pour réaliser l'ambition qui est celle de tous les Français, que le gouvernement a matérialisée dans la stratégie bas carbone, il faut qu'on produise plus d'électricité et qu'elle reste aussi peu carbonée qu'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de mettre de l'électricité dans des véhicules électriques si elle est produite avec du fossile. On a juste déplacé le problème. Donc si on doit augmenter la production pour servir les véhicules électriques, ou pour réindustrialiser, ou pour sortir le gaz de certains process industriels et mettre de l'électricité à la place, ça n'a pas de sens si on fait ça en revenant à une électricité carbonée. Il faut que le contenu carbone reste aussi bas qu'il l'est aujourd'hui et voir qu'on se rapproche de zéro. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'on a un modèle qui produit moins de CO2 que d'autres? Notre modèle très nucléaire qui vient des années 60-70. On a eu de la chance parce que Mesmer, le réchauffement climatique, il ne le connaissait pas. C'est juste. Alors oui, ça c'est très intéressant. En fait, le programme électronucléaire français a été décidé, c'est d'ailleurs assez sidérant, puisque c'est une décision qui a été prise dans un des derniers conseils des ministres de M. Pompidou, sur proposition de M. Mesmer, et dans un autre de ces derniers conseils des ministres, il a décidé le train à grande vitesse. Donc ça a été des mouvements qui ont, je dirais, structuré le paysage industriel français pendant 40 ans. Et on l'a fait pour des raisons d'indépendance énergétique. On ne l'a pas du tout fait pour le bas carbone. Mais aujourd'hui, ce qui fait que le nucléaire revient en grâce, c'est le fait qu'il ne produit pas de CO2 en exploitation et que ce soit une des sources les moins carbonées. Il y a un peu de CO2, évidemment, quand on construit, puisqu'il faut du béton pour construire une centrale. Et donc, évidemment, sur le cycle de vie, on doit être à entre 6 et 11 grammes par kilowattheure produit, selon les différents instituts spécialisés. Vous voyez, 6-11 par rapport à 50, la moyenne française, et 360, la moyenne européenne. Donc il y a un tout petit peu de CO2 émis lié à la production, à la construction des sites, mais pas pendant l'exploitation, zéro. Et en fait, c'est ce que je vous disais avant notre discussion, on a le droit d'avoir de la chance. L'outil électronucléaire français a été construit pour des raisons d'indépendance énergétique, mais aujourd'hui, il a une autre vertu qui est celle de ne pas produire de carbone. Alors, vous avez parlé des voitures électriques qui se développent beaucoup aujourd'hui. On a compris que ça ne servait à rien de faire des voitures électriques si l'électricité était produite à partir de charbon ou de lignite, qui est encore plus dégueu, il faut dire les choses, comme un peu en Allemagne par exemple. Mais à l'inverse, nous, on a de l'électricité qui est beaucoup moins carbonée. Encore faut-il que je puisse faire le plein de ma voiture électrique avec de l'électricité toute fraîche. Alors, monsieur le pompiste, qu'est-ce que vous faites pour accompagner le développement des voitures électriques et de l'automobile électrique en France? Alors, c'est une question vraiment d'actualité, c'est une question majeure, parce qu'aujourd'hui, une voiture sur 6 en France vendue est une voiture électrique. L'adhésion à cette idée, à cette technologie est vraiment majeure. Il y a 2 ans, on était à 2%. Vous voyez, c'était vraiment des early adopters, comme on dit en français, donc des gens qui étaient un peu des pionniers, des militants du véhicule électrique. Aujourd'hui, une voiture sur 6 vendue en France est un véhicule électrique. Et donc, il faut fournir aux Français des solutions pour qu'ils puissent se recharger.
recharger leur véhicule. Donc on a là, je dirais, on a une société qui déploie des bornes de recharge, mais c'est un marché très concurrentiel. On est leader de ce marché avec 17% de part de marché. Donc beaucoup de sociétés ont saisi l'opportunité que ça représente de mettre effectivement sur la voie publique, ou chez les Français, ou dans les entreprises, des bornes de recharge. Donc nous, notre spécialité, si je puis dire, ça va être plutôt d'essayer de fournir aux Français non seulement des bornes, mais des solutions de recharge, avec de l'interopérabilité, une carte pour payer son électricité, quelle que soit la borne, et aussi des solutions de recharge intelligente pour que la recharge se fasse au bon moment pour ne pas saturer le réseau électrique. Ça veut dire que le prix il sera variable aussi à la pompe? Oui, alors je pense en fait qu'on va être plutôt sur un système de prix fixe, mais avec une incitation si les gens se chargent au bon moment. C'est-à-dire que c'est ça qu'on est aujourd'hui en train d'étudier avec un constructeur automobile français qui va développer vendre un nouveau véhicule très ambitieux dans le segment moyenne gamme qui devrait représenter des ventes importantes. Et l'idée, c'est que si le client se recharge au bon moment, c'est-à-dire au moment où il y a peu de demandes sur le réseau, je vous donne un exemple concret, vous rentrez chez vous à 18h30, vous allumez le four, vous regardez la télé, vous préparez le bain des enfants, si vous mettez votre voiture en charge, c'est une catastrophe, parce que vous contribuez à la pointe au moment le plus difficile. Si en revanche, vous mettez votre voiture en charge, mais qu'elle ne se charge pas avant 21h30, alors là, c'est très bien, parce qu'au moment où la pointe redescend, on peut commencer à charger le véhicule. Donc ce qu'on va faire, c'est inciter les Français qui utilisent ce type de recharge en leur donnant en fait des points et de la valeur avec un système de porte-monnaie électronique. C'est-à-dire qu'ils payeront l'électricité le prix standard, mais ils auront une remise liée au bon usage et au bon timing de cette recharge. Alors, il y a un enjeu, vous avez parlé tout à l'heure de réindustrialisation. La plupart des candidats à la présidentielle en parlent, pas tous, mais la plupart. Et puis, il y a le développement des véhicules électriques. C'est considérable. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir nécessairement une consommation globale qui augmente très fortement, auquel cas il faudrait avoir beaucoup plus de moyens de production, et c'est des investissements, on le sait, très importants. Une centrale nucléaire, par exemple, ça coûte de l'argent, c'est connu. Ou est-ce que vous allez arriver à équilibrer les choses en faisant baisser la consommation des particuliers? Dans ce cas, comment on fait? Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question. Pas évident d'y répondre en une minute, hein, Étienne, mais bon. En gros, la consommation totale en France n'augmente pas depuis 10 ans, parce que de manière naturelle, la technologie des équipements progresse et les équipements consomment moins. Je vais vous donner un exemple très concret. Le nombre d'usages électriques moyens par ménage est passé de 11 à 30 entre les années 80 et aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un usage? C'est un appareil électrique? Un usage, c'est par exemple l'éclairage. Donc ce n'est pas un appareil, c'est par exemple les 15 ampoules que vous avez chez vous. Un éclairage, une télévision, un frigo, une plaque de cuisson, un rasoir. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Bon, il y avait en moyenne 10 ou 11 équipements électriques, usages électriques. Aujourd'hui, on est à 30. Parce qu'effectivement, il y a une box Wi-Fi, des chargeurs dans tous les sens, il y avait un sèche-linge en plus, il y avait une machine à laver en plus, il y a un sèche-linge, etc., etc. Et bien pourtant, la consommation est la même. Parce qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits par les industriels, notamment par exemple pour l'éclairage. On a le même service rendu avec 5 fois moins d'électricité. Dans le froid, on a le même service rendu avec 2 fois moins d'électricité. Donc depuis des années, la consommation est stable malgré le déploiement de l'électricité dans de nombreux usages. Mais demain, avec le déploiement de la mobilité électrique et la réindustrialisation, on n'arrivera plus à réaliser cette prouesse. C'est-à-dire que il va falloir donc augmenter la capacité de production, et les scénarios de RTE, donc le réseau de transmission de l'électricité, font ressortir un scénario moyen à plus 30-35%. Mais nous pensons que plus on arrivera à aider les Français à consommer moins on aura de nouvelles installations à réaliser, et plus on sera conforme à notre raison d'être, c'est-à-dire de permettre d'avoir une électricité décarbonée et compétitive. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si les gens consomment moins individuellement, oui, vous serez moins obligé d'investir dans les nouveaux moyens de production. Tout à fait ça. Et donc, l'ensemble sera moins cher. C'est ça le raisonnement? Tout à fait, parce que si le scénario de demande moyen, c'est plus 35, si on ne fait pas d'effort d'économie d'énergie, eh ben, ça peut être plus 40, plus 50. Si on est très efficace ou s'il y a un peu moins de réindustrialisation, ce sera peut-être plus 10. On n'est pas quand même très fort pour savoir ce qui se passera dans 20 ans ou dans 15 ans. Donc ça, plus 35, c'est une donnée moyenne, si vous voulez, c'est en espérance. Mais ça peut se déplacer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que nous sommes persuadés qu'il faut que nous aidions tous nos clients à consommer moins.
Et je vais vous donner un exemple très concret. On a dépensé depuis 10 ans plus de 100 millions d'euros, c'est quand même pas rien, pour développer des systèmes permettant aux clients de visualiser leur consommation et de réduire celle-ci. Aujourd'hui, tous les Français qui sont clients d'EDF, c'est-à-dire à peu près 70% d'entre eux, peuvent accéder à une information complète sur leur consommation de la veille, de la semaine dernière, se comparer avec des pairs, donc des gens qui ont le même type d'usage qu'eux, par exemple une famille, une maison, 2 enfants, savoir ce qui vient du froid, de l'électricité, de l'éclairage, etc., et avoir des suggestions pour consommer moins. Eh bien, ceux qui utilisent fréquemment cette application, ils arrivent à consommer en moyenne 5% de moins chaque année. 5%. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est plus que l'augmentation du coût en moyenne. Vous voyez, en 2020, les tarifs ont augmenté de 4%, cette année 2,1%, l'année prochaine 4%. Donc, vous voyez que si vous faites baisser votre volume consommé de 5% par an, vous faites mieux, vous battez en fait l'augmentation du prix unitaire. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a que 1,5 million de Français qui utilisent cette application fréquemment. Et donc, comment elle s'appelle? Parce qu'on peut en faire la promo. Mes échos et moi. Mes échos. Et d'ailleurs, on est en train de faire la promo justement. C'était un sujet qu'on a discuté en comité exécutif récemment. On a 6 millions d'utilisateurs sur 24, dont 1,5 qui l'utilisent fréquemment, c'est-à-dire plus d'une fois par mois. Et ce sont ceux-là qui en tirent des bénéfices. Et donc, nous, on aimerait que 10 millions, 15 millions de Français utilisent cette base de données et cette information pour baisser leur consommation. Et je pourrais dire la même chose pour les professionnels et les entreprises. Donc, nous faisons des efforts considérables pour que les clients puissent maîtriser leur consommation. Mais alors, dites-moi, il y a une question qui secoue le monde de l'énergie depuis très longtemps, celle de la concurrence. Il y a des gens qui nous disaient « Ah, mais la concurrence, ça va faire baisser les prix ». Et puis, on s'est aperçu que ce n'était pas exactement comme ça que ça s'était passé. Expliquez-nous quel est le rapport entre les prix de l'énergie et la concurrence en Europe. Y en a-t-il un? Alors, on pensait que ça allait faire baisser les prix parce que les premiers pays qui ont mis en place la concurrence ont obtenu des baisses de prix parce que le monopole qui était en place dans ce pays n'était pas efficace. Mais si vous avez une société qui fait bien son boulot et que vous faites entrer dans le système des acteurs qui ne sont pas plus performants, vous ne faites pas baisser les prix. Et par ailleurs, la diffusion des prix de gros dans les offres font qu'au contraire, on peut voir les prix monter. Donc aujourd'hui, on peut constater qu'il y a de la concurrence. Nous avons perdu des parts de marché. Ça nous a stimulés pour développer notre innovation. Ça a plein de bonnes propriétés. Mais les concurrents ne sont pas moins chers que nous. Vous voyez, donc en fait, les inducteurs de coûts fondamentaux du système sont plus puissants que l'arrivée des consommateurs. Donc les prix montent malgré la concurrence. Alors quelqu'un pourrait me dire, oui, mais s'il n'y avait pas de concurrence, il serait peut-être un peu plus cher. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, mille merci. Mystérieuse affaire, disait Samuel Maquette. Elle est déjà un peu moins mystérieuse, cette affaire électrique. Marc Benioun, mille merci, c'était formidable, on peut l'applaudir. On est devenu en quelques minutes un peu plus intelligent ou un peu moins bête au choix. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une session qui va vous transporter dans les profondeurs de notre planète. On vous propose une rencontre avec Robert Macfarlane, l'homme qui a parcouru le centre de la Terre. On revient tout de suite.